bienvenue sur Éveil de la conscience africaine, là où nous analysons l'histoire de la politique pour mieux comprendre notre présent et construire notre avenir. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines se sont organisées autour du pouvoir. Monarchie, empire, démocratie ou dictature. Partout, la même question revient. Qui gouverne? Pourquoi? Et surtout au profit de qui? Dans cette partie, nous allons plonger au cœur des mécanismes du pouvoir, analyser les modèles de gouvernance à travers le monde et surtout se questionner sur l'avenir de l'organisation politique en Afrique en montrant qu'il existe une alternative adaptée à nos réalités culturelles et historiques. Nous aurons l'honneur d'accueillir le docteur Luc Daniel Adamo Mateta, penseur émérite et chercheur libéral en astrophysique. Bonsoir selon vos fuseaux horaires. Cette deuxième partie est consacrée à la gouvernance mondiale, au pouvoir humain, encore appelé pouvoir Jomi. La question de l'être couvre toutes les sphères de l'activité humaine. De notre conscience de l'être dépend la nature de notre management ou de notre leadership. Auguste Comte, tout comme les pères de la science politique, considère que toute activité philosophique, politique, juridique et scientifique ne doivent s'effectuer que dans le seul cadre de l'analyse des faits réels vérifiés par l'expérience et l'observation, et que l'esprit humain peut formuler les lois et les rapports qui s'établissent entre les phénomènes et affirmer la vérité. Le droit donc répond aux faits de société et non à un idéal de justice. Le droit fait abstraction de la nature ou de Dieu, mais fait référence aux hommes eux-mêmes et à leurs activités. Un sage a dit dans Proverbe chapitre 1 verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Jacques l'évangéliste dans le livre de Jacques, chapitre 3 verset 17, a écrit « La sagesse d'en haut est première et pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. » L'évangéliste Paul écrit dans Hébreux, chapitre 1, au verset 8 et 9, ce qui suit. « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Saint Thomas d'Aquin pense que le principe premier de l'agir humain, c'est la raison, l'intelligence. La norme ou la règle, c'est la loi. Il distingue la loi naturelle primaire, faire le bien et éviter le mal, et la loi naturelle secondaire, sont les règles pratiques de vie courante. La question du gouvernement, de la gouvernance et du pouvoir politique est vieille comme le monde. Le livre de Genèse rappelle au chapitre 1, verset 28, la prescription de l'Éternel. « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » De ce récit, il ressort clairement qu'il a été prescrit aux premiers hommes, nos ancêtres, de gouverner le territoire qui leur a été confié. Ils devaient régner sur tout ce qui s'y trouvait, à savoir le sol, le sous-sol, la mer, le ciel, l'espace, la forêt, les mines, le relief, etc. Mais l'homme n'a rien créé. Il a hérité d'un patrimoine qu'il allait gérer avec parcimonie comme intendant, c'est-à-dire selon les règles et les lois naturelles préétablies dans l'astronomie qui garantiraient l'harmonie et la cohésion entre les hommes d'une part et entre les hommes et leur environnement d'autre part. Avec l'évolution dialectique de la société humaine, la nature du gouvernement et de la gouvernance a aussi évolué. On est passé d'une organisation et d'une gestion empirique, moyenâgeuse de la société humaine, à des formes d'organisation plus élaborées. Dans notre analyse, nous parlerons de la dimension comparée des formes d'organisation du gouvernement et du pouvoir politique moderne, et celle de l'ancestralité africaine ou système de gouvernement traditionnel africain. En rappel, l'organisation du gouvernement et de la gouvernance moderne s'appuie non sur le droit naturel, mais sur le droit positif ou légal, qui fait abstraction de la nature et de Dieu. Par contre, l'organisation ancestrale africaine s'appuyait sur la justice
et le droit naturel, héritage de la cosmogonie des traditions africaines. Nous allons nous arrêter d'une part à deux principaux systèmes modernes, la démocratie et le totalitarisme, et principalement leur régime, le régime démocratique et le régime communiste ou socialiste selon les discours officiels, et d'autre part aux royaumes et seigneuries africains dont le cours a été interrompu par la traite négrière et la colonisation occidentale, perse et arabe. On compte plusieurs systèmes politiques tels que la démocratie, le monarchisme, le féodalisme, le totalitarisme, l'autoritarisme, la théocratie séculière, etc. Il est habituel de classer les systèmes politiques entre régime démocratique et régime totalitaire. Tous les pays de l'Organisation des Nations Unies, dont les pays modernes d'Afrique subsaharienne, appartiennent à l'un ou l'autre système. Parlons du régime démocratique. C'est un régime politique où le pouvoir est exercé par le peuple, pour le peuple. Dans ce régime, on distingue trois formes de gouvernement, à savoir la monarchie, l'oligarchie et le gouvernement populaire ou démocratie populaire. Dans ce registre, nous allons nous appesantir sur le régime démocratique libéral ou capitalisme, fondé sur deux principes, le principe libéral et le principe démocratique. La démocratie libérale organise un monde fondé sur l'égale liberté de chacun, particulièrement la liberté d'expression ou d'opinion, qui conduit vers la discussion ou le dialogue politique. La politique libérale distingue l'homme du citoyen, le privé du public. Le principe démocratique est fondé sur un ensemble de règles et de procédures qui régulent l'équilibre entre deux réalités politiques, contradictoires ou conflictuelles, la majorité d'une part et la minorité ou l'opposition d'autre part. Le vote étant le principe électoral consacré, mais à la base de grandes controverses pouvant conduire à des émeutes violentes et à des divisions profondes. La démocratie libérale ou capitaliste consacre le capitalisme, cette organisation socio-économique où l'argent, oui l'argent, où le capital joue le premier rôle. Il est omniprésent et omnipotent. L'homme est réduit à l'état de bête de somme ou d'esclave moderne, où son travail physique ou intellectuel est monnayé ou échangé contre une rémunération ou un salaire. Même le commerce de la chair, appelé communément prostitution, est garanti par la loi. Dans ce régime capitaliste, le pouvoir politique réel est détenu par les lobbies, constitués par des grands officiers militaires, des oligarques, des hommes de science, des responsables de certains courants philosophiques et ésotériques, des cartels et multinationales. Ils constituent tous l'establishment, des grands dignitaires. L'économie capitaliste est une économie de forte consommation où la règle principale est l'offre et la demande. Les caractéristiques générales du capitalisme sont les suivantes. Les injustices sociales et les inégalités qui sont à la base de la systématisation des grèves et des manifestations populaires pour revendiquer les droits sociaux et politiques à un mieux vivre ensemble. L'extravagance, la luxure, la corruption, l'homosexualité, le transgenre, le chômage, la pauvreté, l'alcoolisme, la drogue et la violence. La valeur de l'humain se mesure non pas par son être, mais plutôt par son avoir, sa fortune ou sa richesse. La devise, chacun pour soi et Dieu pour tous, scelle le principe d'individualisme dans la société capitaliste et réduit à une peau de chagrin l'esprit de famille. La notion de famille naturelle tend à disparaître avec la légalisation de l'homosexualité, du transgenre et du mariage gay, mariage de conjoints de même sexe. La disparition de la famille naturelle, n'est-ce pas le but final du régime démocratique libéral? Nous allons parler maintenant des cas spécifiques des pays démocratiques africains. Il faut se rappeler que le 26 février 1885 est une date mémorable qui marque le partage du continent africain par les 14 pays européens qui y participèrent. L'Afrique fut subdivisée en 50 territoires que les pays d'Europe se partagèrent sans tenir compte des limites des royaumes, des empires et des chefferies africains.
Ce partage a provoqué la dispersion des peuples homogènes entre plusieurs territoires. En outre, la localisation des peuples, aussi bien dans les districts que dans les villes, a dû répondre à la logique coloniale de diviser pour mieux régner. Et cela a favorisé la formation des partis politiques et des identités ethniques, ce qui rend aléatoire et problématique la notion de la majorité et de la minorité en démocratie africaine moderne, où les communautés distinctes, juxtaposées, constituent la nation à la place d'un peuple entier et uni. Or, la vocation d'une nation, c'est de rassembler ses citoyens malgré les différences multiformes, les unir au-delà des particularismes ethniques, religieux ou linguistiques pour former une unité morale. Les pays africains dits démocratiques sont presque issus de la colonisation et du néocolonialisme européen. Ce sont des appendices des démocraties européennes, c'est-à-dire des démocraties fondées sur le modèle européen de démocratie, modèle basé sur l'individualisme et la fronde, et non sur les valeurs culturelles africaines d'amitié, de fraternité, de solidarité, de partage, de consensus pour toutes les décisions et pour tous les choix. La démocratie africaine moderne, telle qu'elle fonctionne, semble souvent tomber dans le péché des privilèges accordés aux anciennes métropoles et aux opérateurs économiques étrangers. C'est comme si le néocolonialisme se prolongeait encore. Le gouvernement et les hauts cadres administratifs sont intimement liés aux intérêts étrangers, faute d'élan et d'amour patriotique. La patrie, c'est la métropole ou ailleurs. La démocratie africaine moderne est une démocratie des controverses électorales liées à l'organisation et au fonctionnement des organes de gestion des élections, à la mise en œuvre des différentes opérations pré-, in- et post-électorales. Les délits comme mauvais recensement administratif, mauvais découpage électoral, doublure des noms sur les listes électorales, refus de plafonnement du budget des candidats, bourrage des urnes, corruption des électeurs et corps administratifs dans les bureaux de vote et falsification des résultats sont courants dans les démocraties africaines. Ces controverses aboutissent souvent à la contestation violente et au soulèvement populaire. Du régime communiste, nous pouvons dire simplement que le régime communiste est un régime politique d'un État dans lequel un parti se réclamant populaire, socialiste ou communiste, exerce de plein pouvoir le monopole de la gestion des affaires publiques en tant que parti unique officiel, ou bien en tant que parti dominant d'une coalition rassemblant les seuls partis autorisés et au moyen d'une dictature exercée par une force publique et un appareil administratif et judiciaire acquis au pouvoir. Dans une majorité des régimes communistes, le parti constitue une bureaucratie parallèle aux services gouvernementaux, animée par des cadres et experts rouges ou appartenant à une même entité linguistique ou géographique qui ont la prééminence sur les autres cadres. Ce qui caractérise le régime communiste, c'est son mode de gestion basé d'une part sur le centralisme démocratique, selon lequel les décisions ou les choix des organes des partis obtenus théoriquement après un débat libre et démocratique, en leur sein sont applicables dans toutes les institutions nationales, et d'autre part sur l'économie planifiée, qui ne répond pas aux règles de l'offre et de la demande, ni de la concurrence. La planification d'économie consacre de fait le concept du monopole des entreprises d'État au public. Le régime communiste présente des faiblesses, parmi lesquelles les privilèges absolus accordés aux dignitaires du pouvoir désignés par la nomenclatura, le sureffectif des travailleurs à l'origine de la faiblesse de la productivité du travail, la réduction du pouvoir d'achat par la faible production et la hausse de l'inflation, le niveau élevé de la corruption, l'interdiction des manifestations publiques ou des grèves, la confiscation de la liberté d'expression ou d'opinion. Toutes ces faiblesses observées sont entretenues par un régime autoritaire et totalitariste, fait d'injustices et d'inégalités. D'un côté, la masse populaire vit dans le manque
de l'ordre, les dignitaires du parti unique vivent dans l'opulence, la luxure, l'extravagance et dans l'impunité totale. Ces mêmes caractéristiques s'observent dans les pays modernes africains qui ont choisi le régime communiste. Prochainement, nous allons aborder les systèmes de gouvernement traditionnels africains.